La truite et le brochet ont été de tout temps les proies favorites des pêcheurs. Si l'un vit dans les courants, l'autre aime les eaux calmes. Une vie sous les eaux, c'est une vie en quasi-apesanteur, presque aérienne, car le milieu aquatique est en 3 dimensions. Pour ces prédateurs, un seul objectif, se nourrir sans être une proie potentielle. Le danger, c'est l'homme de la berge, le pêcheur et ses appâts. Mais les carnassiers ont des attributs remarquables pour ne pas se faire prendre par le premier venu. Un physique profilé pour se mouvoir rapidement, une perception de l'environnement extrêmement fine, un sens de l'observation permanent et une certaine mémoire. La nature leur a fourni des caractéristiques performantes pour affronter ce monde de danger. Il faut essayer de comprendre l'environnement, il faut essayer de se mettre à la place du poisson et se dire que de toute façon rien ne se passe au hasard, tout a une raison la plupart du temps, et essayer de comprendre les raisons. Au cours des millénaires, les poissons ont multiplié les astuces pour se déplacer sans effort et rapidement dans un milieu dense, l'eau. Ils ont réalisé ainsi un double défi, équilibrer leur corps à toute profondeur et se déplacer vite en milieu visqueux. La truite et le brochet sont très bien adaptés à leur environnement. Le brochet d'abord. Le brochet, c'est un prédateur visuel qui va chasser à l'affût. Bon, eh bien, il y a des adaptations du corps particulières pour la chasse à l'affût. On va d'abord avoir un corps allongé avec les nageoires en position très reculée, en particulier la nageoire dorsale et la nageoire anale. Et ces nageoires en position reculée vont permettre au brochet d'avoir une grande surface qui va assurer une forte propulsion et une nage très puissante puisque le brochet peut aller jusqu'à 45 km/h. Bon, 45 km/h, pour un poisson d'eau douce, c'est assez exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a qu'en mer, par exemple avec les thons, qu'on a plus avec 90 km/h. Si le brochet atteint une vitesse de pointe de plus de 40 km/h, la truite, quant à elle, dépasse les 30 km/h. Mais son point fort, c'est sa performance dans le courant. Elle se stabilise sans le moindre effort. En ce qui concerne la truite, on va avoir un corps essentiellement adapté à la nage dans le courant. Bon, la truite est un prédateur, c'est également un prédateur visuel comme le brochet, mais c'est un prédateur plus généraliste qui ne va pas simplement clouer ses proies comme le fait un brochet, mais va pouvoir s'attaquer à des poissons, à des insectes, à des batraciens, à des larves, etc. Donc dans ces conditions, l'anatomie globale de la truite au niveau de la prédation est plus généraliste. En revanche, au niveau de la nage, il faut être très spécialisé parce que nager dans le courant, ça implique un corps très hydrodynamique et surtout des adaptations pour une nage stabilisée, c'est-à-dire une nage face au courant. La truite doit pouvoir rester tout le temps face au courant, devant l'apport de nourriture, sans se fatiguer. Comment fait-elle ? Eh bien c'est simple, elle a ce corps hydrodynamique qui, grosso modo, peut s'inscrire dans 2 cônes, un dirigé vers l'avant, un dirigé vers l'arrière. Et grâce à ce corps hydrodynamique, l'eau va arriver de face, va passer sur les côtés. Les turbulences qui vont être créées vont par la suite se diriger le long du 2e cône et créer une poussée vers l'avant. Ce qui fait que ce poisson va pouvoir rester pratiquement immobile avec un minimum d'effort. Il suffit pour un pêcheur de regarder dans les eaux claires une truite, elle ne bouge pratiquement pas la nageoire caudale, elle reste immobile face au courant sans fournir d'effort. La disposition des nageoires joue un rôle déterminant. Chacune a sa propre fonction. La caudale, celle située au-dessus, et l'anale, celle déportée à l'arrière, ont pour fonction de les stabiliser verticalement comme une quille sur un voilier. Quant aux nageoires paires, situées sur les flancs du poisson, elles se positionnent à l'avant et au milieu. Toutes les deux permettent de manœuvrer, d'accélérer et de freiner. Quand les déplacements se font rapidement, toutes les nageoires se replient, se collent au corps pour favoriser l'hydrodynamisme. Seule la caudale assure la propulsion. Le corps du poisson offre également d'autres éléments qui favorisent sa pénétration dans l'eau. Le mucus. C'est l'épiderme qui le sécrète. C'est un allié précieux dans ce monde totalement visqueux. Brochet comme truite ont le corps couvert de mucus. Alors, ce mucus, il sert à plusieurs choses. D'abord, ça a un rôle protecteur. C'est pour ça que quand un pêcheur manipule un poisson, il faut toujours avoir les mains mouillées. Une zone qui aurait été, où on aurait enlevé le mucus deviendrait très facilement la proie des mycoses, des choses comme ça. Donc le premier rôle du mucus, c'est de protéger contre les maladies, et notamment les maladies de peau, évidemment.
Le deuxième rôle du mucus, c'est d'avoir cet aspect glissant qui permet une meilleure pénétration dans l'eau. Et effectivement, ça augmente grandement l'efficacité de nage. Et c'est pour ça que pratiquement tous les poissons en ont. Le point commun chez tous les poissons d'eau douce, c'est leur absence de paupières. Ils ignorent le sommeil et le repos et perçoivent la lumière en permanence. Mais que voient-ils exactement? Ça dépend du poisson déjà. Parce que, bon, vous aurez remarqué, là, bon, les poissons, ils ont les yeux de côté. Mais après, on a toutes sortes de formes de têtes de poisson. Hein, quand on passe du requin marteau, qui est un cas extrême avec les yeux qui sont un peu partis de chaque côté, à un poisson comme une truite qui a un peu le nez en fuseau, avec des yeux qui vont avoir tendance à se rapprocher de l'avant. On n'a pas du tout le même type de vision. Donc soit on a des yeux qui sont très écartés, à ce moment-là le poisson il va avoir une vision d'un côté, une vision de l'autre, aucun champ binoculaire, aucun croisement, donc une vision en relief relativement restreinte ou nulle. Alors que les poissons qui, comme la truite, eux, vont avoir des yeux qui sont légèrement convergents vers l'avant, vont avoir une partie de leur champ visuel de chaque œil qui va se recouper vers l'avant. C'est à peu près un rayon d'à peu près 30 degrés pour une truite. Donc vous allez avoir toute cette partie avant qui va être une vision, la vision parfaite pour la truite, la vision en relief, celle qui va lui donner la meilleure précision. Les prédateurs n'ont pas une bonne vue. Néanmoins, ils perçoivent très bien les mouvements sur la berge, les changements de luminosité et les reflets d'objets métalliques, par exemple. Si tu arrives avec la fleur au fusil, ça ne le fera pas. L'approche, c'est 80% de la pêche. Je pense que regarder, c'est déjà comprendre un bon bout. Et plus on comprend, plus ça devient facile ou moins difficile. Ben, la pêche que j'aime, c'est vrai que ça se rapproche de la traque, de la charge, de l'approche. J'aime bien ça. J'aime bien cette émotion que l'on a à s'approcher du poisson, à le voir. Et déjà le voir, je sais pas, disons qu'il fallait prendre les pulsations cardiaques, je crois que ça monte. On montera plus ou moins vite sur la taille du poisson. Bon, une truite dans une eau claire, truite, saumon, enfin tous les salmonidés, ça va être 1 mètre, 1 mètre 20 vers l'avant et sur les côtés. Ça va être entre 50 et 60 cm en hauteur. Après, au-delà, c'est plus de la perception d'un signal qu'une vision à proprement parler d'un objet. Après, ça devient flou, et puis il y a l'environnement aqueux qui aussi a tendance à déformer, il y a la réfringence, il y a tout un tas de paramètres physiques dus à l'eau qui vont modifier la perception qu'a le poisson de son environnement. On va dire que le poisson va voir au niveau horizontal sur à peu près 1 mètre autour de lui, 1 mètre et quelques, et au-dessus, il peut retourner les yeux, il voit un peu ce qui se passe au-dessus sur 50-60 cm. C'est l'arme fatale des poissons. Ils possèdent un véritable périscope pour observer tout ce qui se passe au-dessus d'eux. En quelque sorte, une tour de garde pour prévenir. Pendant longtemps, c'était quelque chose de très mythique, le troisième œil, mais en fait, le troisième œil, ça existe. Ça existe chez les poissons, mais ça existe aussi chez les grenouilles, ça existe chez les oiseaux, chez les lézards. Il y a même des lézards qui ont carrément un œil avec une caméra, une lentille et tout sur le crâne. Il y a une espèce australienne chez qui ça a persisté. C'est plutôt un caractère ancestral. Chez les poissons, enfin chez les poissons et les grenouilles, ça se résume à un organe qui est un analogue de la rétine. C'est presque la même chose. Ça se développe de la même façon au cours du développement embryonnaire du poisson. Donc ça a la même origine. Ça fabrique aussi, ça contient des cellules photoréceptrices de la même façon. Avec par contre une structure beaucoup plus simple que dans la rétine, ce qui ne lui permet pas de voir les objets. C'est-à-dire ça ne permet pas de voir les formes,
Par contre, ça permet de détecter les variations de lumière environnante. Et là, cet organe est beaucoup plus performant que la rétine. Il va détecter des variations infimes de photons, une petite feuille qui passe au-dessus de l'eau ou un autre poisson qui va lui passer par-dessus la tête, il va être détecté immédiatement. Et cet organe, d'ailleurs, est beaucoup plus spécialisé dans la capture des variations d'intensité. On dit que c'est un dosimètre de la lumière environnante, comme le nom l'indique. Et donc le poisson va utiliser cet organe-là pour s'orienter en profondeur essentiellement, et pour synchroniser aussi un certain nombre de ses activités, parce que l'organe intervient aussi dans la synchronisation des activités diurnes nocturnes des poissons. On a le même, nous, hein. On a le même, mais il est plus photorécepteur. Au cours de l'évolution, si vous voulez, chez les mammifères d'une façon générale, la capacité de capter la lumière a disparu. Par contre, la fonction de l'organe est presque la même, à quelques différences près. Donc on l'oublie. Ça s'appelle l'épiphyse chez nous et c'est profondément enfoncé dans le cerveau. Par contre, chez les poissons, c'est carrément sous l'os. Et même chez beaucoup de poissons, on voit que l'os s'amincit à cet endroit-là. Donc là, je recommande aux curieux d'aller regarder, de prendre un poisson et de le regarder la tête en l'air, le nez en avant, entre les deux yeux, légèrement en arrière. Il y a souvent on voit une dépigmentation de la peau légère. Chez le brochet, c'est très très net. Chez la truite aussi. Chez tous les carassins, c'est très très net. L'organe est très vascularisé et moins pigmenté, donc il est très rouge. Donc chez le brochet, c'est le cas. Ou alors il est carrément translucide. Et on arrive à le voir très bien au-dessus de la tête. La truite, comme le brochet, a une vue courte. À distance, l'image est vague, le soleil les éblouit facilement. L'aube ou la fin de journée deviennent des moments privilégiés pour mieux distinguer leur proie. A l'inverse, ces instants d'activité les mettent aussi dans une situation de proie éventuelle. À l'époque du soir, il faut pêcher assez près, parce qu'il va y avoir beaucoup de poissons qui se mettent à gober en même temps. Donc il faut être très précis et pêcher à courte distance, quoi, en faisant légèrement draguer la mouche en surface. C'est le sillage de la mouche en fait en surface qui permet aux poissons de se repérer et d'attaquer le sedge. Les poissons d'eau douce n'ont pas tous la même vue. S'ils possèdent une vision similaire quant à la distance, un spectre de reconnaissance des couleurs allant des couleurs sombres aux couleurs les plus vives, presque équivalent selon les espèces, ils sont plus ou moins adaptés à la vue de jour ou à celle de nuit. Chez le brochet, on voit que la sensibilité qui, pendant le jour, est maximale dans le rouge, eh bien, elle baisse petit à petit, alors que la sensibilité du vert, qui est pratiquement inexistante pendant la journée, elle monte. Il y a un changement, un switch on-off de sensibilité. On passe d'une vision diurne à une vision nocturne. C'est-à-dire que quand les cellules diurnes, au fur et à mesure qu'elles s'adaptent à l'obscurité, elles plafonnent en sensibilité. C'est-à-dire qu'elles vont s'écarter de la zone où elles étaient proches de la lumière pour aller dans le fond, alors que les autres celles qui étaient enfoncées dans les pigments, elles reviennent, et c'est celles-ci qui prennent le relais, et là on passe dans la vision verte. Alors le brochet, il fait ça à merveille. Ça veut dire que quand il se trouve entre chien et loup, quand on est justement dans le passage où il y a cette perte de la sensibilité rouge, il relaye sur le vert, et il est capable de continuer à voir même quand la lumière baisse. Alors ça, c'est un avantage phénoménal par rapport à un poisson qui sera soit plutôt adapté à une vision diurne, soit plutôt à une vision nocturne. Il y a des poissons qui changent de niche écologique en fonction de leur habitat et en fonction de leur adaptation. Des poissons à niche diurne, des poissons à niche nocturne. Ces poissons-là, les poissons à niche diurne, ils vont se cacher la nuit, et les poissons à niche nocturne, ils vont se cacher pendant le jour. À l'interface, ils se croisent. Bon, un prédateur qui est capable de voir de jour comme de nuit, il suffit qu'il se mette sur le passage et qu'il attende que
et qu'il attende le passage pour se jeter sur les poissons. Qui, eux, au contraire, souvent, ces poissons-là n'ont pas ce changement de sensibilité, ils ne sont pas adaptés. C'est pour ça qu'ils vont se cacher à un moment ou à un autre. Donc eux, ils sont plutôt comme moi, quand le soir baisse et que je suis fatigué et que j'ai les phares en route, j'ai ma sensibilité diurne qui baisse et j'ai du mal à m'adapter à la nouvelle sensibilité nocturne. Les prédateurs possèdent des oreilles internes. Si elles sont relativement peu sensibles aux vibrations de basse fréquence, les sons mats et sourds, elles sont par contre très sensibles aux vibrations de haute fréquence, comme celles émises par exemple par la nage rapide d'un petit poisson. Mais leur point fort, c'est leur ligne latérale, des récepteurs de bruit situés sur leurs flancs. Tout le long de leur corps, cette ligne leur donne des indications sur les vibrations de leur environnement immédiat. Ainsi, ils sont alertés de manière permanente sur tout ce qui bouge autour d'eux. La ligne latérale, une partie de ses fonctions, c'est à la fois de renseigner le poisson sur la vitesse des courants, de le renseigner sur la présence éventuelle d'un prédateur ou d'une proie, donc les déplacements d'un prédateur ou d'une proie. Ça lui sert aussi à l'intercommunication intraspécifique. Dans la nage en banc, une grande partie, si vous voulez, du fait que les poissons évoluent de façon bien synchronisée provient des renseignements pris au niveau de la ligne latérale. Un poisson aveugle peut se maintenir dans un banc, il peut nager avec ses coraux légionnaires sans les percuter, sans se tromper. La ligne latérale, elle n'est pas que latérale, elle est aussi céphalique. Il y a tout un tas de capteurs identiques à ceux de la ligne latérale qui se retrouvent en zone faciale du poisson. Et on pense que ceux-là sont encore plus sensibles même que ceux de la ligne latérale pour capter les petites sources de vibrations que représentent les déplacements d'une proie dans le voisinage d'un poisson prédateur. C'est aussi le système qui lui dit qu'il y a un prédateur qui s'approche de toi, dépêche-toi de dégager, ou tu as des proies qui sont en train de se bouger devant toi, elles sont sur ta gauche, elles sont sur ta droite. C'est un peu, si vous voulez, c'est le système qui lui permet d'analyser ce qu'on appelle tout son champ proche, c'est-à-dire tout ce qui est à sa proximité dans un rayon de l'ordre de 2-3 longueurs de corps du poisson. Que ce soit dans un étang ou dans une rivière, le son se réfléchit. Plus de 80% des émissions sonores ne passent pas dans l'eau. L'onde sonore ricoche sur la surface. En revanche, les vibrations émises par un pas sur une berge ou sur le fond d'une gravière mettent en alerte immédiatement l'ensemble du milieu aquatique, car le son dans l'eau porte 4 fois plus vite que dans l'air. Dans une rivière, tout s'entend très vite, et les vibrations transmises par l'eau deviennent des informations presque instantanées pour les poissons. Que ça va dépendre aussi là, de la façon dont vous projetez le son par rapport à la surface de l'eau. Si vous êtes bien vertical, vous allez avoir une meilleure pénétration d'une partie du son à l'interface OR. Par contre, si vous êtes, j'allais dire, presque subparallèle à cette interface, là, la pénétration, le ricochet va être plus grand, et donc la pénétration sera un peu, si je vais dire, un peu moindre. Mais effectivement, une partie du son aérien rentre aussi dans la couche d'eau. Hein. Le son se propage beaucoup plus rapidement dans l'eau puisqu'il se propage à la vitesse de 1500 mètres secondes, alors que dans l'air, c'est 340 mètres secondes. Alors sa propagation, il faut que vous imaginez que vous jetez un caillou dans l'eau. Vous voyez, au niveau de l'impact du caillou, vous voyez des ondes concentriques s'élargir autour du point d'impact du caillou. Eh bien, votre propagation sonore, c'est celle-là. C'est finalement le gonflement d'une sorte de sphère autour de la zone d'émission sonore. L'onde sonore émise par une cuillère se propage dans tous les volumes d'un milieu aquatique homogène. Mais une rivière ou un étang est rarement un lieu uniforme. Sa température varie selon les zones, les saisons, les taux de minéraux sont différents selon le fond, selon les apports de sédiments. Tout cela fabrique des couches sonores très variées.
c'est-à-dire par exemple une arrivée d'eau froide d'un gave qui va rentrer par exemple dans une rivière de plaine, effectivement là vous allez avoir une interface qui va se faire parce que vous avez deux couches d'eau qui sont de densité différentes. Donc elles ne vont pas se mélanger peut-être immédiatement et comme toute interface, eh bien, vous allez avoir aussi une zone de réflexion des sons. Et là, si vous avez par exemple un émetteur d'ultrasons porté par un poisson, votre poisson navigue dans les 15 premiers mètres, vous avez votre hydrophone qui est dans les 15 premiers mètres, vous l'entendez très bien. Le poisson plonge, passe sous la thermocline, vous n'entendez plus rien, vous le perdez. Dans une même partie de rivière, un leurre ou une proie peuvent être presque silencieux ou très présents. Cela va dépendre de la couche sonore où il se trouve exactement. Si le leurre par exemple arrive dans une couche de courant où nage le poisson, le son du leurre sera très bruyant. A l'inverse, le bruit du leurre ou de la proie peut être limité s'il se situe dans une autre couche. Les prédateurs savent d'ailleurs en tirer profit en se plaçant à la limite de deux couches de courant. Ils sont alors camouflés, leur présence devient en quelque sorte silencieuse. Je pense qu'ils utilisent les zones de confluence parce que c'est aussi il y a des zones de moindre courant. Et donc, si vous voulez, pour eux, se mettre à l'affût dans ces zones-là, c'est quand même plus facile parce qu'ils peuvent maintenir une position statique avec un moindre effort. Donc, souvent, un brochet va se mettre quand même dans des zones de faible courant et il attend effectivement ce qui lui passe à portée. Que se passe-t-il dans des zones extrêmement bruyantes, des cascades par exemple? Ces lieux sont très fréquentés par les truites. Les chutes d'eau ont un double avantage pour ces prédateurs. Le lieu est très oxygéné et le bruit ambiant les camoufle. Mais à l'inverse, s'ils sont masqués, ils sont également moins attentifs, car pour ne pas subir les désagréments dus au bruit, ils relèvent leur système d'écoute. Dans un milieu très bruyant, ce qu'il peut faire, c'est remonter la sensibilité de son système d'écoute de telle façon qu'elle ne soit pas activée par le bruit ambiant. Donc il se met au-dessus du bruit ambiant. Et alors le problème pour lui, c'est qu'il n'entend plus les petites sources qui sont masquées par le bruit ambiant. Il ne peut plus les entendre. Mais par contre, lui, il n'est pas gêné, il n'a pas, si vous voulez, un ronflement, un bruissement dans la tête continu. Dans un environnement où la vigilance c'est la vie, ces prédateurs semblent posséder les organes les plus performants pour s'adapter à toutes les situations. Il faut néanmoins relativiser le caractère exceptionnel de l'animal, et il lui manque deux caractéristiques primordiales, l'intelligence et une mémoire à long terme. Aussi son agressivité légendaire le rend souvent imprudent. Alors, le comportement du poisson par rapport au pêcheur, évidemment, détermine la pêche et détermine l'action de pêche. C'est-à-dire que non seulement la technique, mais aussi comment on va pratiquer depuis le bord. Pour la truite, on dit souvent que la truite est très intelligente. Je ne suis pas tellement d'accord, je trouve qu'elle est surtout très peureuse. Une truite qui va avoir dans son champ de vision un pêcheur va immédiatement partir en général. En tout cas, si le pêcheur est au-delà de la distance de fuite, qui est en général de quelques mètres. Ensuite, il faut savoir qu'un bruit trop fort dans l'eau, en particulier lorsque les eaux sont calmes et claires, va créer également une fuite de la truite. Et c'est pas pour ça qu'il faut croire qu'elle est intelligente, simplement elle est très peureuse. Elle est très peureuse, elle a des très bons sens, elle voit très bien, elle sent très bien les mouvements de l'eau grâce à sa ligne latérale. Et donc à partir de là, ce poisson très peureux devient très difficile à approcher. Maintenant, si on arrive à approcher doucement, à approcher bas sur la berge, c'est-à-dire en se mettant à genoux par exemple, et à lancer de façon délicate, c'est-à-dire à lancer une ligne légère avec peu de plomb plutôt qu'un 50 centièmes avec une olive de 15 grammes, évidemment, la truite ne va pas se sauver parce qu'elle n'a pas l'intelligence pour comprendre le piège, elle a simplement ce réflexe animal de peur pour fuir dès qu'elle voit quelque chose qui lui paraît inhabituel. Quand on prend un coup donné, d'accord, sur un coup, une activité normale, mettons, il va y avoir 4 petites dehors, mettons, et 2 grosses. D'accord. Le premier coup, sur un coup comme ça, le premier coup de lancer ou le premier coup de poser de mouche, ça va être la petite qui va être le plus affamée, d'accord, et la moins éduquée. Donc c'est elle qui va venir en premier sur l'appât, d'accord. Automatiquement, quand on ferre le poisson dans un gourd, la grosse, elle sait qu'un poisson vient de se faire, quoi. Hein, d'accord, il y a un tumulte, et ainsi de suite. Elle rentre à la cache, on la fait pas.
à 3-4 mètres, une truite ne va pas voir si une mouche ou un insecte quelconque lui passe à la surface de l'eau ou s'il y a un petit poisson, enfin un aliment quelconque qu'elle est susceptible d'attraper lui passe devant. Elle va voir quelque chose qui bouge. Par contre, elle va être attirée par ça. Les prédateurs en particulier sont conditionnés par ce genre de phénomène. On parlait de brochet aussi tout à l'heure. Un brochet va attraper une proie vivante et qui bouge. Un brochet devant une proie inerte, même vivante, il ne va pas y toucher. Il faut que ça bouge. Donc la truite, elle va voir cette chose qui va bouger, elle va être attirée parce qu'elle va intégrer ce mouvement comme étant un mouvement appartenant à... etc. Bon, elle se rapproche, elle voit que c'est le cas, boum, elle fonce. Mais elle se rapproche, elle arrive à une distance raisonnable, elle voit que c'est pas le cas, elle va repartir aussitôt. Le brochet est quand même beaucoup moins délicat que la truite. Et à la fois dans mon expérience de pêcheur et dans mon expérience de scientifique, j'ai pu remarquer qu'il était relativement facile de tromper un brochet, même en étant assez peu subtil. L'une des principales raisons, disons, du manque de subtilité du brochet, c'est son agressivité. C'est vrai que cette prédisposition pour la chasse à l'affût en fait un poisson extrêmement agressif qui va sauter sur tout ce qui passe, alors que la truite est plus un poisson qui observe. Effectivement. Donc, cette agressivité naturelle du brochet, hein, c'est génétique, il n'y a rien à faire là pour le coup. Cette agressivité naturelle du brochet, elle lui joue des tours, et c'est vrai que des fois, même un montage assez grossier, s'il lui a envoyé assez près de lui et puis qu'il est dans une période de chasse, une période alimentaire, le brochet va se jeter dessus, et bon, la pêche du brochet demande rarement d'être extrêmement subtile. Elle demande par contre d'être, disons, au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que autant le brochet peut être facilement agressif, autant si on le pêche par exemple à la mauvaise hauteur d'eau, ou pas pendant ses périodes de chasse, ou pas sur ses postes préférentiels, effectivement, on risque de ne rien prendre. Mais disons que un gros fil, un gros plomb, un gros bouchon, bon, ça ne fait pas vraiment peur au brochet. On ventile bien. Un gros brochet, il va toujours regarder par rapport à sa proie. Si sa proie est plus petite, il va toujours faire le calcul. Est-ce qu'il va perdre plus d'énergie en allant chercher cette petite proie que ce que va réellement lui donner la proie. Donc il va toujours essayer de faire ce calcul. Donc pour moi, ouais, les gros brochets vont plus attraper de grosses proies et puis ensuite pas manger pendant 10-15 jours. Alors que les petits brochets, bon, mais ça va être plus sur des petites proies et plus réguliers, quoi. Des chasses plus régulières. Ben moi je le compare un peu à un sprinter ou un guépard. C'est un animal qui est à l'affût, qui est posé sur le fond. Et dès qu'il y a une proie qui arrive qui passe devant lui, il se jette dessus, mais c'est comme une bombe, quoi. D'une rapidité extraordinaire. Et puis voilà, quoi. Il attrape sa proie et puis hop. D'habitude, la plupart du temps, il le prend en travers, il le chope en travers, il le retourne, puis après il l'avale, quoi. Le brochet, avec cette très forte accélération, ne va pas pouvoir chasser très longtemps. Il va être épuisé très rapidement. Donc s'il loupe son coup, c'est terminé, il se remet à l'affût et il attend la prochaine proie qui passe. Fuir ou venir voir? Telle est la question que se posent souvent les prédateurs. Est-ce la promesse d'un bon repas ou l'appât d'un pêcheur? Le brochet est attiré par des vibrations fortes et anormales. Il est indispensable alors de posséder des leurres sonores et vibrants. Les cuillères tournantes, les morts maniées et dans une moindre mesure les leurres souples restent les plus efficaces. Encore faut-il qu'ils ne fassent pas fuir le prédateur, car certaines vibrations, souvent les plus aiguës, peuvent les affoler. Les chercheurs ont démontré que chez le brochet, les bruits de basse fréquence semblent les attirer, c'est-à-dire des bruits lourds et mats. Les fabricants de leurres l'ont bien compris. La société MEPS fait analyser le spectre vibratoire de ses prototypes. L'objectif ? Mettre en place des cuillères n'émettant que des phases de vibration excitantes.
Et un petit brochet, puis un coromon manié. Tous les poissons modernes qu'on appelle les téléostéens. Les téléostéens, c'est un groupe qui contient, disons, 94% des poissons actuels, ont une particularité de la mâchoire, c'est que le maxillaire est mobile. Le maxillaire, c'est cet os qui longe la mâchoire supérieure. Et donc, quand le poisson va ouvrir sa bouche, le maxillaire va se projeter vers l'avant, c'est une caractéristique des poissons modernes, et cette projection vers l'avant va créer une bouche en tube, et donc va générer un courant d'eau, et ça va permettre à la proie d'être aspirée d'autant plus vite. Le brochet voit ses deux maxillaires se projeter vers l'avant, la truite voit ses deux maxillaires se projeter vers l'avant, donc ils sont égaux sur ce point-là. La différence principale, au niveau pour le brochet en tout cas, c'est évidemment cette mâchoire très large et longue, avec des centaines de dents, surtout en particulier dans la partie supérieure. Et donc, non seulement la proie va être aspirée, mais si elle n'a pas la taille d'être aspirée en une seule fois, le brochet va la clouer, c'est-à-dire que, comme ses dents sont un peu orientées vers l'arrière, en général, un gardon qui est cloué par un brochet, après l'aspiration, ne peut plus s'en sortir. Truites et brochets ne vivent pas toute la journée autour du même rocher ou à l'ombre d'un vieil arbre. Ils se déplacent pour deux raisons principales, la nourriture et le frais. Mais ces deux facteurs sont dépendants du débit et de la température de l'eau. Dès lors, il importe aux poissons de rechercher en permanence des lieux accueillants dans un milieu qui évolue constamment. Au pêcheur donc de s'adapter à son adversaire, d'être là où le prédateur a décidé de se maintenir. Les déplacements dépendent des conditions extérieures essentiellement, c'est-à-dire qu'effectivement si on est en sécheresse, eh bien, on va se retrouver avec tous les poissons qui vont retourner dans le lit principal. Si la nourriture manque, les poissons vont bouger, mais si la nourriture abonde dans un petit ruisseau et que le niveau reste correct, eh bien, la truite, il n'y a aucune raison qu'elle parte, elle va rester dans le petit ruisseau. L'activité alimentaire d'une fario, d'accord, dépend vraiment donc de la quantité, c'est un rapport entre la quantité d'énergie qu'elle va dépenser, d'accord, pour se nourrir, d'accord, pour prendre du poids en croissance et puis après donc pour faire ses œufs, donc pour la reproduction. Et cette quantité d'énergie qu'elle va dépenser dans sa prise de nourriture va dépendre énormément de la température. Donc il y a une plage de température qui est scientifique, mais qui peut évoluer suivant les rivières, suivant les conditions, parce qu'il y a tellement de paramètres que l'être humain, souvent à mon avis, il est un peu juste pour juger correctement tout cela. Mais donc on considère que la fario, donc en dessous de 5 degrés, elle ne se nourrit pas, d'accord. Et au-dessus de 17, 18, 19 degrés, elle ne se nourrit pas non plus. Il va y avoir donc en tout début de saison, sur des eaux fraîches, l'activité du poisson va être assez courte. C'est-à-dire que les poissons vont, vu qu'ils vont perdre énormément d'énergie dans leur prise de nourriture, du fait que la température est très très froide, elles vont sortir un laps de temps très court. Par contre, le temps où c'est qu'elles vont sortir, elles vont essayer de se caler sur là où il va y avoir un maximum de nourriture, notamment des éclosions. Souvent les éclosions c'est à mi-journée, en début de saison, au moment le plus chaud. Donc elles vont chercher des calories donc, au niveau du soleil en sortant, et surtout donc, elles vont se caler sur des éclosions qui ont lieu à ce moment-là. Donc elles vont chercher à prendre le maximum d'énergie et le minimum de temps. Puis après, elles vont vite rentrer à leur cache. Puisque automatiquement, si elles restent en fait, en dehors de leur cache avec une eau, et si elles restent en dehors de leur cache et qu'elles sont en recherche de nourriture avec une eau aussi froide, elles vont perdre plus d'énergie qu'est-ce qu'elles vont en gagner. Ça, c'est vraiment le début de saison sur des eaux fraîches. Après, on va arriver sur des moments où l'eau va arriver.
sur des températures, on va dire, 8, 9, 10 degrés, où là, ça coïncide vraiment à un optimum thermique par rapport à sa croissance. D'accord ? Donc là, le poisson va se permettre de pouvoir... C'est un poisson qui pourra être en activité toute la journée, avec des pics automatiquement, puisque la fario est très, très irrégulière. C'est vraiment un poisson qui est c'est en dents de scie. Ça peut sortir, un poisson qui est calé, il va pouvoir sortir, manger demi-heure, hop, se repositionner, se recaler, ressortir après. D'accord ? Donc pour revenir à cette plage de température optimum, là le poisson va en profiter automatiquement. C'est un moment où elle prend le plus de croissance, puis en plus c'est un moment où ça tombe avec le maximum d'éclosion. C'est là où les larves sont les plus actives, où il y a le plus d'insectes donc sur l'eau. Donc là ça va être le moment où elle va en profiter. Donc c'est souvent la période de mai-juin, où on est sur le moment de printemps, le moment de nourriture. Après on va arriver donc sur des eaux chaudes, les eaux de juillet-août, où là on va arriver sur des températures déjà qui sont limites au niveau prise de nourriture. Parce que là ça va être pareil, elle va perdre de l'énergie. Automatiquement si elle sort, le milieu est chaud, pour lutter contre la température, d'accord, elle va perdre de l'énergie. Donc là le poisson va souvent trouver des plages, soit très tôt le matin, tard le soir. Donc déjà ça coïncide avec une activité de la rivière, puisque les insectes, ils n'aiment pas trop la chaleur, le temps sec. Les insectes vont souvent sortir le matin tôt ou le soir tard. Donc elles vont sortir à ce moment-là, un moment où l'eau est un peu plus fraîche, puisque la température ambiante donc rafraîchit un peu l'eau, et où là elles vont reprendre de l'énergie. C'est une pêche où on va prendre le temps d'observer la nature, de comprendre un petit peu le rythme des insectes dans la journée, de pouvoir essayer d'analyser comment le poisson va donc commencer à se nourrir. Il y a des périodes de l'année où il y a un grand nombre d'insectes. Bizarrement, on se rend compte souvent qu'il y a de gros insectes qui dérivent, qui pourraient faire des proies faciles, intéressantes au niveau alimentaire. Et en fait, ces poissons, on ne s'aperçoit qu'ils ne mangent, qu'ils ne consomment que de tout petits insectes. Alors, est-ce que c'est un moyen de se protéger ? Moi, je le pense. Je pense que souvent, on voit ça sur des grosses truites qui ne consomment que de tout petits insectes. Est-ce que c'est pour eux le moyen de se dire on va en consommer beaucoup, mais au moins on est tranquille, on aura peut-être moins de risques de se faire piquer par un hameçon. Le comportement typique de la truite, c'est un vrai carnassier qui a son secteur de chasse. On s'en aperçoit quand on observe les poissons entre eux, quand ils sont dehors. On a une hiérarchie dans la qualité des postes. Un bon poste va être souvent occupé par un beau poisson, par généralement celui qui est de plus grosse taille. Et au fur et à mesure, on va avoir des poissons de taille inférieure. Et bien souvent, un très bon poste de chasse reste un très bon poste de chasse. Ça veut dire que si la truite est prise, une autre va prendre sa place. Et bien souvent, une autre de taille à peu près identique. Là, on peut se fixer des idées précises sur des postes à gros poissons. Les truites ont chacune des vies différentes. Quelques-unes vont rester attachées à leur cours d'eau, d'autres vont faire des longs déplacements, et les plus courageuses vont migrer vers la mer pour revenir ensuite à leur lieu de naissance. On dit souvent qu'il y a plusieurs sous-espèces de la truite. Et on parle justement de la sous-espèce de lac, la sous-espèce de mer, la sous-espèce fario, celle qui reste en cours d'eau, et la sous-espèce de Corse. En fait, c'est complètement faux. Ce ne sont pas des sous-espèces parce que les différences entre ces animaux ne correspondent pas
à un isolement géographique, mais simplement à des différences génétiques qui peuvent intervenir au sein même d'une même ponte. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans une même population, et même dans une même ponte, il peut y avoir des individus qui vont rester sur place, et ils vont prendre la forme fario, des individus qui vont migrer, et qui vont prendre dans ce cas-là la forme truite de lac, lacustris, ou la forme truite de mer, salmo, truta, truta. Donc en fait, de sous-espèces, il faut mieux parler d'écomorphes, c'est-à-dire une morphe selon une écologie. Et donc on parle de Salmo truta morpha fario, Salmo truta morpha lacustris et Salmo truta morpha truta. Voilà, ceci dit, donc on a ces truites fario qui vont rester sur place, on a ces truites de lac qui vont migrer, évidemment ça dépend un peu de la physionomie du lac, mais qui vont aller prendre beaucoup de poids, par exemple sur les bancs de cyprinidés dans le lac, et revenir, disons, à partir de novembre jusqu'en février, ça dépend un petit peu de la latitude, pour aller pondre dans les affluents. Et on a la migration extrême, celle de la truite de mer, qui elle va aller en mer, va y passer au minimum 1 an, souvent quelques années de plus, et quand elle va revenir, va être très grosse d'une part évidemment, et va migrer jusqu'à son affluent pour pondre, également à la même saison que les truites fario, hein, vers décembre en général. Et donc celle-là, effectivement, va faire de très grands déplacements. En automne, pour le brochet, c'est un temps de transition entre l'abondance estivale et une saison hivernale signe de disette. Les premières grosses pluies modifient la rivière ou l'étang, obligeant le brochet à s'adapter à de nouvelles configurations. Ces lieux changeants amènent le prédateur à se mouvoir, à chercher le nouveau poste le mieux placé. Durant cette saison, il recherche en permanence la lumière et la chaleur qui l'accompagnent. Après l'hiver, après le frais, au début de l'ouverture de la pêche, le brochet reprend ses activités avec beaucoup d'empressement. Il doit se refaire une santé. Chaque femelle a perdu plus de 15% de son poids. C'est la principale raison de l'activité du brochet en cette période. Pour moi, plus à l'entrée de l'hiver et à la sortie de l'hiver, oui. Donc l'été, il fait trop chaud, l'hiver, il fait trop froid, mais à l'entrée de l'hiver, il va falloir qu'il prenne des forces pour passer l'hiver. Et à la sortie de l'hiver, aussi, qui correspond aussi à la sortie de sa reproduction, ben, il va falloir qu'il s'alimente pour retrouver des forces. Donc pour moi, c'est plus avant l'hiver et après l'hiver. Un être doué de raison? Sans doute pas. La truite et le brochet restent des prédateurs dont la seule préoccupation est d'avaler une proie le plus aisément possible. Cette idée fixe est leur grand défaut, car même si certains deviennent de plus en plus farouches dans des zones où la pression de pêche est importante, ils oublient vite. La mémoire des poissons, c'est quelque chose d'assez limité en fait. On a pu la remarquer quand même, notamment avec les salmonidés, hein, la truite, le saumon, avec un certain comportement qui s'appelle le homing, c'est-à-dire le retour à la maison, en fait, à la frayère d'origine. C'est vrai qu'une truite de mer, qu'un saumon peut retourner des années après sur le ruisseau qu'il a vu naître pour se reproduire. Alors comment fait-elle? Eh bien, en général, c'est par mémoire, effectivement, de l'odeur en particulier. C'est essentiellement l'odorat de l'odeur de son cours d'eau d'origine. Bon, ceci dit, des expériences plus récentes ont montré que ce n'était pas du tout infaillible, qu'il y avait beaucoup de saumons qui se perdaient un petit peu et qui arrivaient relativement loin de leur affluent d'origine. En général, ils rentrent bien dans la bonne rivière, mais c'est vrai qu'après, pour retrouver l'affluent, c'est pas toujours le bon. Si on veut maintenant voir une mémoire plus générale qui intéresserait particulièrement le pêcheur, parce que ça peut être par exemple la mémoire du leurre, la mémoire de l'action de pêche, la mémoire d'un appât, des choses comme ça. Effectivement, il y a eu des expériences qui ont montré, sur tout type de poisson d'ailleurs, qu'on pouvait habituer les poissons à quelque chose, ou justement leur donner la peur de quelque chose. Le poisson qui va se prendre en premier, c'est le petit poisson. Le petit poisson, il n'est pas farouche, il a faim. Hein, sur les 2 premières années de sa vie, il a intérêt de prendre de plus en plus de nourriture puisqu'il est en compétition avec les autres poissons qui sont sur le domaine. Donc c'est le poisson qui va s'accrocher à la ligne le plus facilement. Ce poisson-là, il ne fait pas la maille, d'accord? Donc il va être pris 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à qu'il arrive à la maille. Mais quand ce poisson-là est arrivé à la maille, il a un peu plus de jugeote, quoi.
Et ça se transmet, on le voit, moi par rapport au début où je pêchais, ça se transmet quasiment génétiquement. Hein. Je pense que cette approche du pêcheur, c'est plus la même. Enfin, le poisson ne le considère plus le pêcheur comme avant. Il se méfie de plus en plus, puisque la pression de pêche augmente. Sur une saison de pêche, si la pression de pêche est vraiment intense, il est possible que les truites, que les brochets vont se méfier d'un leurre, vont se méfier d'un appât, voire ne plus mordre du tout s'ils se sont fait prendre une fois ou deux. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut bien se dire que la saison d'après, ils auront absolument tout oublié et qu'il ne faut quand même pas prendre les poissons pour plus intelligents qu'ils ne sont. Le plus grand danger pour ces prédateurs reste l'homme. Dans un monde où l'environnement se dégrade, où les habitats des poissons ne cessent de subir les agressions des activités polluantes, la situation est même quelquefois préoccupante. Si ces carnassiers semblent résister au changement climatique, la mauvaise qualité des eaux des rivières françaises reste réelle pour l'avenir de la bonne santé de ces deux êtres d'exception. Je vois par rapport aux conditions qu'on a eues, les conditions changeantes d'année en année, notamment la baisse des niveaux, les conditions de canicule qu'on a eues en 2003, on a été vraiment surpris de l'adaptation de ces poissons. Hein. Ils arrivent vraiment à se planquer dans des sous-berges, rester sous des cailloux très très longtemps, d'hiberner sans activité alimentaire pour pouvoir ressortir après. On a vu des cas sur des ruisseaux donc à Margeride où les eaux étaient quasiment plus d'eau dans le cours d'eau général, des poissons qui se sont abrités dans des sous-berges, qui sont revenus après. Et l'année d'après, on avait autant de poissons. C'est vraiment un poisson qui est très rustique, très adapté à son environnement et qu'on se doit de garder absolument pour les années à venir parce qu'il est vraiment le reflet de la qualité de l'eau. L'état actuel des rivières est préoccupant pour un prédateur dans le sens où évidemment sa ressource est atteinte. C'est-à-dire qu'une rivière très polluée va voir en premier lieu, pas nécessairement la biomasse globale disparaître, mais la diversité disparaître. C'est-à-dire que dans une rivière polluée, on va peut-être trouver autant d'animaux, mais beaucoup moins d'espèces. Et donc pour des poissons comme la truite qui ont un spectre de proie assez large, se concentrer sur une seule espèce, eh ben, c'est pas forcément bien. Et en général, les endroits très pollués voient la truite disparaître aussitôt. Pour le brochet qui va manger des poissons, donc, même dans un environnement pollué, on va trouver des poissons susceptibles d'être mangés par le brochet. Au niveau de la ressource, c'est un peu moins dommageable. Maintenant, le brochet, est comme la truite d'ailleurs, la truite encore pire d'ailleurs, n'est pas extrêmement tolérant aux variations des qualités de l'eau, de la qualité de l'eau, et donc il va être directement atteint en cas de grave pollution, et la truite encore plus. Donc effectivement, ce sont deux poissons, on va dire globalement sensibles aux variations des conditions extérieures, et en particulier à la pollution, avec quand même une sensibilité beaucoup plus forte pour la truite, qui a cette demande en plus par rapport au brochet, qui est l'oxygène. La truite a besoin d'eau très oxygénée, et en général, des pollutions peuvent entraîner une désoxygénation de l'eau, notamment par eutrophisation, hein, c'est-à-dire par augmentation de la matière organique globale, et lors de la dégradation de cette matière organique par les bactéries, l'oxygène va être capté, et dans les milieux eutrophiés, on ne trouve pas de truite. Dans ce nouveau contexte, les pêcheurs sont des acteurs essentiels pour la préservation des milieux aquatiques. Ils exigent des rivières limpides et sauvages pour pratiquer leur passion, mais désormais, ils doivent être des hommes actifs pour faire que les plus beaux prédateurs des cours d'eau puissent rester ces animaux si parfaits.